המתווה שהושג לא יכלול שחרור רוצחים, והוא כן כולל הסכמה של נציגי הצלב האדום, לביקורים יותר נכון של נציגי הצלב האדום אצל החטופים והעברת תרופות אליהם. אני שמעתי שיש מי שכופר על זה. הצלב האדום אמר שהוא לא שמע, אז הנה הסעיף המפורש. יתאפשר לצלב האדום לבקר את יתר החטופים ולספק להם תרופות נחוצות, ואני מצפה שהצלב האדום יעשה את העבודה שלו. אנחנו מנצחים ונמשיך להילחם עד לניצחון המוחלט. Premier signe tangible de répit après des semaines de guerre, Israël et le Hamas ont conclu cette nuit, en fait, cet accord qui prévoit une trêve de 4 jours, peut-être même plus, dans la bande de Gaza, afin de faciliter la libération par le mouvement islamiste d'une cinquantaine d'otages en échange de 150 prisonniers palestiniens détenus par Israël. De l'aide humanitaire aussi doit être acheminée dans l'enclave, mais signe de la complexité d'une telle entente, on apprend ce soir que les premiers otages seront libérés seulement vendredi et non demain, premier jour de cette trêve, comme on le croyait initialement. Alors, comment se déroulent les négociations entre deux belligérants? Comment on établit les conditions? Comment se déroule une opération compliquée là-bas, là, en terrain de guerre? J'ai parlé plus tôt avec le négociateur professionnel David Corona, fondateur de l'agence Incognita, spécialisé en gestion de crise et négociation, et aussi auteur du livre « Négocier ». On l'écoute. Monsieur Corona, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir. Un accord de libération des otages, presque inespéré pour certains, mais très attendu en plusieurs phases. Comment va se dérouler justement la libération de ces premiers otages? Alors, il y a une première question à caractère technique qui va se poser des deux côtés. Pour assurer ce lien de confiance qui est en train de s'établir, si on peut parler de confiance dans cette remise d'otages, il va falloir que le Hamas puisse acheminer les otages jusqu'à un point où ils vont pouvoir être récupérés et que Israël accepte donc ce cessez-le-feu et cette mise en sécurité des gens du Hamas qui vont potentiellement acheminer les otages. Ça peut se passer de deux manières différentes. Soit effectivement, et c'est pour cette raison que le Hamas a demandé à Israël de ne pas survoler la zone avec des drones, parce qu'il va falloir que les otages arrivent de quelque part. Soit ils vont être acheminés par les sous-sols, déposés à un endroit, ensuite les combattants du Hamas vont se retirer et vont donner le point de récupération. Soit effectivement, il y a 1, 2 ou 3 personnes qui vont accompagner les otages jusqu'à un point, mais avec la potentialité que puisse être suivi ou vu du ciel l'endroit duquel les otages sortent. Et ça va poser des problèmes techniques où les deux parties s'observent encore à ce moment-là. Évidemment, le fardeau est très, très lourd pour Israël. Israël ne peut pas être la cause du ratage de cette opération-là en voulant détruire des combattants, les intercepter. À ce moment-là, quel est le rôle des intermédiaires qui détiennent, au fond, la solution pour savoir où sont les otages? Quel est leur rôle et leur responsabilité à ce moment-là? On pense à la Croix-Rouge, par exemple, parce qu'ils vont savoir d'où viennent les otages. C'est incroyable. On les cherche. Alors, il y a eu l'évocation, effectivement, de l'intervention opérationnelle de la Croix-Rouge qui non seulement viendrait récupérer les otages ou la rencontre des otages, mais aurait la possibilité également d'aller voir les otages non libérés. Et pour moi, ça pose une vraie question sur la capacité d'Israël à interroger les membres de la Croix-Rouge dans la foulée pour leur demander où étaient les otages, dans quelles conditions est-ce qu'ils étaient retenus, quel est l'armement et le nombre de geôliers. Donc si ça se fait réellement, il va falloir que les combattants du Hamas déplacent les otages dans la foulée pour qu'ils ne puissent pas être potentiellement suivis, au cas où Israël ne respecterait pas sa parole et son engagement de cesser le feu. En même temps, il y a une responsabilité aussi du côté du Hamas, j'imagine, pour la valeur de la négociation. Très tôt, on va pouvoir voir ces otages, pouvoir évaluer leur état de santé, imaginer les conditions dans lesquelles ils ont été détenus. Ils vont révéler des informations aux autorités israéliennes. Et ça, est-ce que le Hamas court un risque en ce faisant? Le Hamas court forcément un risque en libérant ses otages, mais c'est un risque mesuré. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est le Hamas qui est plus à son avantage dans cette opération
et depuis le départ, parce que cette attaque a été minutieusement opérée et préparée stratégiquement, la prise d'otages qui s'en est suivie également. Historiquement, c'est la première fois qu'on voit une prise d'otage de masse durer aussi longtemps. Et là, arriver à négocier, via des intermédiaires bien sûr, un échange d'otages va créer un précédent dans cet épisode, de sorte que chacune des parties va devoir montrer sa bonne foi de respecter ses engagements. Et à mon sens, le Hamas, là, est en train d'imprimer le cadre des négociations, le rythme des négociations, avec une potentielle libération perlée sur les jours qui suivent supplémentaires de cessez-le-feu, 2 dizaines d'otages à chaque fois. Donc, les deux camps ont beaucoup à jouer. Israël, avec la pression des familles et le fait de pouvoir sauver un maximum de vies. Le Hamas, en gardant l'ascendant sur la communication. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient libérer surtout des femmes et des enfants. Et cette guerre de la communication est à leur avantage, encore une fois. Il va se jouer quelque chose de très marquant et un ancrage pour la suite des événements dès cette libération. Parce qu'effectivement, il va y avoir le mot anglais du débriefing de ces otages. Évidemment pas les enfants, mais les adultes qui les accompagneront. Ils vont pouvoir décrire... ils vont pouvoir décrire les conditions, dans quel tunnel ils étaient. Pensez-vous qu'ils sont tous ensemble, les otages? Parce que malgré les bombardements, malgré l'intrusion d'Israël, la destruction de certains tunnels, on n'a pas arrêté de commandants, on n'a pas arrêté Sinwar ni Deif, on n'a pas trouvé d'otages, sauf les 2 qui sont morts, là, qu'on a retrouvés tout près de l'hôpital Al-Shifa? Alors, tout est envisageable. Ils peuvent être groupés, ils peuvent être par petites poches disséminées. On a entendu même parler de familles palestiniennes qui retenaient une ou 2 personnes de manière éparse. Tout est possible à ce stade-là. Le premier enjeu, ça va être de rassembler et de catégoriser la typologie des otages qui vont être libérés, les femmes et les enfants, si effectivement ils ou elles ne sont pas tout au même endroit. Ce qui va se passer, et on l'imagine, une libération d'otages, c'est un soulagement avant tout. Pour en avoir vécu et pour avoir procédé à la libération d'otages, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est-à-dire que c'est un grand moment de tension où, lorsque l'on récupère des otages, on va d'abord les identifier, les trier. Parfois même, on leur demande de mettre les mains sur la tête, de se coucher au sol. On va venir les fouiller pour vérifier qu'il n'y a pas d'explosifs sur eux, qu'ils n'ont pas de micros, qu'il n'y a pas d'objets dangereux. Ensuite, on les récupère, on les emmène dans un premier sas où, potentiellement, en fonction de leur état de santé, leur état psychologique et émotionnel, on va leur donner de l'eau, des vivres. Ils auront à ce moment-là peut-être accès, en fonction de l'urgence et de leur état, à certains de leurs proches. Mais ce qui va se passer rapidement dans un premier temps ou dans un second temps immédiat, c'est de les interroger pour obtenir du renseignement, savoir où est-ce qu'ils étaient, dans quelles conditions, quel est l'armement et le cheminement pour rejoindre les poches d'otages. Et Israël va essayer de procéder dans les premières minutes ou dans les premières dizaines de minutes à ces interrogatoires. Et qu'a pensé du ratio un otage contre 3 soldats? C'est un ratio qui est toujours discutable. Il y a quelques années, la Palestine avait exigé 1 pour 1000, ce qui était complètement délirant. C'est toujours déraisonnable, mais au vu de la situation, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on doit en venir à compter combien de femmes ou combien d'enfants de chaque côté? Ce qui est important, là, c'est d'arriver à sauver des vies. Israël a essayé de reprendre le dessus par la force pendant des semaines sans y aboutir. Aujourd'hui, la voie de la négociation via les intermédiaires que sont les États-Unis, le Qatar et l'Égypte a l'air d'être une voie qui s'engage d'une bonne manière. Et je trouve que pour les êtres humains qui sont retenus depuis 46 jours, c'est une bonne chose. Et en même temps, en terminant, comment va, selon vous, faire le choix des otages de la part du Hamas? Alors, le choix, à mon sens, il a un double mouvement et un double objectif. La première des choses dans ces cas-là, ce que font les preneurs d'otages, c'est qu'ils vont essayer, entre guillemets, de se débarrasser des otages les plus sensibles ou les plus difficiles à gérer. Donc, naturellement, les femmes et les enfants, les personnes qui ont une santé fébrile. Alors peut-être, parfois, ça peut être des personnes âgées, mais sur la guerre de la gestion de ce nombre d'otages et sur la guerre de la communication qui est faite derrière, c'est-à-dire que les premières images qu'on va voir de cette libération d'otages, ce sont des femmes et des enfants qui
se retrouvent dans les bras de leurs parents ou de leurs proches, de leur mari, et ça va beaucoup plus toucher l'opinion publique que si on laissait sortir des soldats ou des hommes. Et donc, ça va être très stratégique, à mon sens, que d'avoir choisi cette première typologie-là d'otage. Parce qu'on sait qu'il y a une petite orpheline de 3 ans, on sait qu'il y a peut-être un bébé de 11 mois, de 3 ans qui allait avoir 4 ans là, ces jours-ci, je crois même vendredi. Donc, ce seront des images très fortes si ces petits bébés ou ces petits-enfants sont libérés. Alors là-dessus, M. Corona, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bien sûr, ça va se poursuivre, comme vous l'avez dit, de manière perlée. Alors, j'ai l'impression qu'on va se reparler au cours des prochaines heures. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.